Bien, bonsoir et bienvenue à cette seconde séance du cours, ou troisième numéro du cours, puisque nous aurons aujourd'hui en numéro 4 un séminaire qui sera donné par David Martimore. Aujourd'hui, donc, je vais poursuivre un petit peu ce que j'avais dit la dernière fois sur les grands problèmes de la politique climatique. Et en fait, j'aurai un petit peu trois mouvements dans la symphonie, j'espère que ce sera une symphonie, ou dans la... je reviendrai un tout petit peu d'abord sur les histoires de taux d'actualisation standard dont on a parlé la dernière fois. On m'a dit que je n'avais pas été assez clair, donc je vais essayer de revenir un tout petit peu sur quelques-unes des idées. Et ensuite, j'introduirai un petit peu... Je suis toujours sur la question de la justification de la politique climatique. Je parlerai un tout petit peu de la spécificité des biens d'environnement, la spécificité de l'environnement dans les choix de politique économique. Et dans la troisième partie, je parlerai des conceptions outils de la politique climatique. Là, ça deviendra beaucoup plus descriptif et sans doute plus détendu, mais en tout cas moins analytique. Alors, la spécificité du problème climatique, vous vous souvenez qu'on avait dit... on avait essayé la discussion que j'avais présentée la dernière fois, c'est une discussion sur la validité, les justifications d'une politique climatique. Et on avait essayé de trouver des justifications dans le principe de précaution. On avait échoué assez nettement. Et on s'était retourné donc vers le calcul économique, d'ailleurs en s'appuyant sur ce que dit le principe de précaution. Et on avait vu qu'un calcul économique de la politique climatique, c'était quelque chose d'assez complexe, parce qu'il fallait faire une analyse des coûts. Et les coûts de la politique climatique, c'est la mise en place de substituts aux énergies carbonées qui sont aujourd'hui disponibles. Ce n'est pas très facile, on avait donné quelques coups de projecteur là-dessus. Et ensuite, il y a les avantages de la politique climatique. Les avantages de la politique climatique, c'est les dommages que cette politique climatique va éviter en atténuant, en retardant le changement climatique redouté. Et naturellement, si on a des dommages, il faut les monétariser si on veut faire du calcul économique, vaste programme dont je vous avais parlé. Alors, le caractéristique de notre problème, c'est assez simple, c'est que la première caractéristique importante, c'est que les coûts sont proches ou relativement proches. Il faut mettre en place des investissements assez lourds dès maintenant. Et les dommages, c'est-à-dire les bénéfices de la politique climatique, sont lointains, voire très lointains. Premier point. Et ça posait des questions sur le taux d'actualisation, sur lequel je vais revenir. Deuxièmement, les dommages sont d'ampleur aléatoire, voire d'ampleur difficile à estimer. Et donc ça pose des questions sur l'incertitude et le rôle de l'incertitude que doit avoir l'incertitude dans nos raisonnements. Et troisièmement, les dommages climatiques ne concernent pas uniquement des biens marchands. Il ne s'agit pas simplement de reconstruire des édifices qui seront endommagés par les événements extrêmes, de construire des digues pour éviter les inondations. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de dommages non marchands. Il y a éventuellement des migrations considérables. Et il y a éventuellement une détérioration de la capacité écologique de la planète. Donc ça pose des questions sur la spécificité du bien environnement, sur lesquelles je vais revenir aujourd'hui. Alors, donc là, mon premier point, c'est de revenir un petit peu sur l'argumentaire que j'avais donné la dernière fois, sur la logique des transferts intergénérationnels. J'y reviens en espérant être plus clair que la fois dernière. Alors je vais prendre un point de vue un petit peu normatif, c'est-à-dire qui est un petit peu inévitable étant donné la nature du problème. Il y a une dimension d'équité et d'arbitrage intergénérationnel dans le problème qu'on considère. Et la question qui est à l'arrière-plan, c'est celle que j'avais mise au départ dans ce que j'appelais la raison économique. Pourquoi se sacrifier pour des générations futures qui seront beaucoup plus riches que nous? L'idée, évidemment, c'est de comparer une unité de consommation aujourd'hui et une unité de consommation, par exemple, dans un siècle. Alors, si on veut, inévitablement, on est conduit à faire cette comparaison.
Si on veut faire du calcul économique, c'est-à-dire valoriser les dommages monétaires, les ramener en des valeurs actuelles, on est amené à faire ces comparaisons. Vous pouvez ne pas aimer ces comparaisons, elles sont d'une certaine manière inévitables, en un certain sens, même si vous ne les mettez pas, vous ne les explicitez pas. Alors j'avais dit, il y a deux effets. Il y a un effet qui est toute chose égale par ailleurs, et il y a un deuxième effet qu'on peut appeler l'effet richesse. L'effet toute chose égale par ailleurs, c'est quand vous comparez une unité de consommation aujourd'hui, donnée à la génération présente, et une unité de consommation donnée à la génération présente dans un siècle, il y a un effet toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire si on est dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec un niveau de consommation à peu près identique, comment on doit faire cette comparaison? Cette comparaison toute chose égale par ailleurs, elle est liée au degré d'altruisme qui est mesuré par un coefficient de préférence pure pour le présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une unité de bien-être de la génération présente en grand T, c'est-à-dire dans un siècle, est équivalent, par définition, à delta puissance T, unité de bien-être de la génération actuelle. C'est-à-dire, je pense que toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire à un même niveau de développement, en quelque sorte, je donne plus de poids au bien-être de la génération d'aujourd'hui qu'au bien-être de la génération future. Et donc à une unité, et donc ceci joue quand je compare une unité que je donne aujourd'hui, une unité que je donne demain. Alors delta puissance T, à combien est égal delta? C'est le taux de préférence pure pour le présent. À nouveau, c'est dans la logique normative ici, c'est quelque chose qui est fondamentalement lié à l'altruisme. Dans la logique, si au lieu de parler de génération, je parle de moi à deux dates différentes, c'est lié à ma préférence pour le présent, laquelle peut refléter un certain nombre de phénomènes, comme par exemple le fait qu'il n'y a plus... Je ne suis pas sûr que je serai présent dans 50 ans, par exemple, et que donc je peux avoir une préférence pour le présent aujourd'hui, etc. Donc ce coefficient delta est le premier paramètre de la discussion. J'avais évoqué, de point de vue normatif, on pourrait dire, c'est la probabilité que la planète soit encore viable dans 100 ans. Delta puissance T serait quelque chose voisin de 1 qui correspondrait à la probabilité d'existence de la planète dans un siècle. Ça, c'est le premier effet. Il y a un deuxième effet qui est l'effet satiété, ou l'effet richesse, où j'adresse directement le problème de savoir si les gens sont beaucoup plus riches que moi dans un siècle, pourquoi je devrais faire des efforts pour eux. Et naturellement, ça renvoie à l'intensité de la satisfaction des besoins, donc à l'idée de satiété. L'idée de satiété est capturée dans les raisonnements économiques standards, dans les raisonnements économiques analytiques, formalisés par l'idée d'utilité marginale, de combien vous augmentez votre utilité lorsque vous avez une unité de consommation de plus. Alors donc, l'effet de richesse ou l'effet associé à la satiété va dépendre des ratios de l'utilité marginale, alors là je suis d'un point de vue normatif, l'utilité marginale sociale, de la consommation pour la génération présente et de la consommation pour la génération future. Et naturellement, elles vont dépendre assez fondamentalement des différences éventuelles de consommation entre aujourd'hui et demain. S'il n'y a pas de différence de consommation, il n'y a que le premier effet. S'il y a des différences de consommation, il y a le second effet, qui est l'effet satiété. Alors l'effet satiété, j'avais fait la discussion, là je la reprends juste pour le plaisir. Supposons que la consommation, à l'époque grand T, par exemple grand T est égal à 100 ans, soit égale à la consommation d'aujourd'hui, et puissance GT, c'est-à-dire qu'il y a eu un taux de croissance petit g pendant un siècle de la consommation. Si on prend de 1900-2000, c'est petit g de l'ordre de 6-7%, ça dépend de la manière dont on le mesure, et ça dépend où on le mesure, bien entendu, mais dans des pays développés. Alors, imaginons que l'utilité, je fasse une hypothèse sur l'utilité de la consommation en logarithme. J'avais invoqué la loi de Fechner, l'excitation croît comme le logarithme, ou plutôt l'effet sur moi croît comme le logarithme de l'excitation. À ce moment-là, l'utilité marginale sera 1 sur C, si votre utilité est en C. Alors, ça veut dire que donc, quelle sera l'utilité marginale de demain d'avoir C0 et puissance GT? Ce sera en E puissance moins GT. Puisque
puisque 1 sur C et puissance gt, donc c'est 1 et puissance moins gt. Donc ça veut dire que si je perds une unité aujourd'hui, si je fais un petit calcul économique basé là-dessus, hein, je fais un investissement par exemple, eh bien il faut que je récupère, pour que ce soit équivalent, il faut que je récupère e puissance gt demain, puisque son unité marginale sera e puissance moins gt. Donc ça veut dire que le taux de rentabilité de l'investissement doit être petit r égale g. Pour que, du point de vue, si je le fais soit au niveau de l'individu, hein, soit à mon niveau, je fais un calcul entre aujourd'hui et dans 5 ans, soit au niveau de la société tout entière, hein, je vois que sous ces hypothèses, le taux d'intérêt qui me rendra indifférent entre faire un investissement ou pas va être égal à petit g. Alors maintenant, si l'utilité marginale est en 1 sur C2, au lieu d'être en 1 sur C, c'est-à-dire que là, j'ai un effet de satiété. L'utilité croît beaucoup moins vite qu'avec le logarithme. Elle croît, donc l'utilité marginale est en 1 sur C2. Alors, dans le raisonnement, quelle sera l'utilité marginale dans un siècle? Eh bien, on aura, et au lieu d'avoir e puissance moins gt, on aura e puissance moins 2 gt. Vous remplacez e puissance gt, vous mettez C2 ici. Et donc, pour que votre investissement soit rentable, sous cette hypothèse, que votre utilité décroît en 1 sur C2, donc l'utilité marginale des biens est beaucoup plus faible dans un siècle, il faut que le taux d'intérêt soit égal à 2G. Il faut que le taux d'intérêt soit 2 fois le taux de croissance. Sinon, vous n'accepterez pas de faire cette substitution. Ou sinon, vous, la société, considérant le bien, ou vous, planificateur bienveillant, considérant le bien-être de la planète, vous n'accepterez pas de faire cet investissement s'il ne vous donne pas un taux d'intérêt égal à 2G, dès lors que l'utilité marginale est égale à ceci. Alors, ce qu'on avait vu la fois dernière, si 2 est remplacé par un nombre qu'on appelle état, alors état, c'est l'élasticité de l'utilité marginale, ici c'était 1, ensuite c'est 2, là c'est état, qui est quelconque, eh bien on remplace 2G par état G. C'est exactement le même raisonnement. Et si on réintroduit l'argument de toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire le fait que toute chose égale par ailleurs, on préfère consommer aujourd'hui, on préfère que la société consomme aujourd'hui, parce qu'on n'est pas sûr qu'elle existera dans un siècle, par exemple, eh bien, on a R qui doit être à delta plus état G, qui était la formule que j'avais indiquée la fois dernière. Alors, pourquoi c'est... donc la discussion que j'avais faite sur l'actualisation, c'est que j'avais pris une fonction qui était plus formelle, hein, mais les idées qu'elle contenait étaient celles-ci. Enfin, c'était une version de la discussion que j'avais faite sur l'actualisation. J'avais dit que l'actualisation, il fallait regarder du côté des agents qui recevaient les biens, les consommateurs, on dit en économie, hein, et du côté de la production, c'est-à-dire ce qui était faisable techniquement. Là, je regarde simplement sur un côté. Et j'avais pris une fonction d'utilité de la forme delta puissance t, 1 sur 1 moins état ct à la puissance 1 moins état, qui pour état égale 1 est égal au log, hein, qui pour état égale 2 me donne comme utilité marginale. Alors l'utilité marginale, c'est 1 moins état ct à la puissance moins état. Hein, donc si vous avez état égale 2, c'est 1 sur C2. Vous faites état égale 3, c'est 1 sur C3. Et on avait tiré la formule que simplement sur laquelle je viens de revenir, en espérant avoir été un peu plus clair, hein, qui vous dit que le taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux de rentabilité d'investissement qui me rend indifférent entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans un siècle, par exemple, hein, doit être égal à état G, où état est l'élasticité de l'utilité nationale, G est le taux de croissance de ma consommation, plus delta. Alors, ces raisonnements valent, quand je veux faire un raisonnement normatif du point de vue de la société, du point de vue de le planificateur bienveillant que je décide d'être, hein, ou quand je regarde le comportement d'un agent. Ce type de raisonnement a été utilisé de façon assez systématique par les économistes pour essayer de comprendre ce qui se passe sur des marchés financiers assez standards. Il y a beaucoup d'études qui disent que prendre état égale 2 n'est pas ridicule, hein, que les estimateurs de état, il y a des centaines d'études là-dessus qui vous disent que ça va, selon les cas, entre 1 et 5 ou 1 et 4. 2 est une valeur médiane qui paraît relativement raisonnable. Alors, au niveau, cette fois, des individus. Alors, maintenant, ça va contraindre nos discussions, hein, parce que soit on est dans un monde où il y a peu de satiété, un altruisme fort. Alors, peu de altruisme fort, delta égale 0,1%. Hein,
Alors, G égale 1,3, c'est un taux de croissance assez faible, mais est-ce que c'est optimiste ou pessimiste sur le siècle qui vient pour les pays développés? Ça se discute, ce n'est pas nécessairement trop pessimiste. Et puis 1, c'est l'élasticité de l'utilité marginale, 1 sur C. Alors ça, vous voyez, c'est les nombres qui avaient été pris dans le rapport Stern. Ces nombres impliquent que vous allez prendre un taux d'intérêt quand vous allez comparer le bien-être des générations, quand vous allez essayer d'évaluer à combien vous comptez un dommage qui va se produire dans un siècle, vous allez prendre comme taux d'intérêt 1,4. Delta 0,1 plus état G plus 1,3 multiplié par 1, ça fait 1,4. Alors vous avez un taux d'actualisation faible, ça veut dire que vous êtes prêt à transférer beaucoup aux générations futures. Pourquoi? Parce que vous êtes attentif à l'avenir, vous êtes altruiste, et vous pensez que les générations futures aimeront beaucoup consommer, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout rassasiées, si elles ont beaucoup plus de consommation, elles seront beaucoup mieux. Donc, alors soit c'est pour vous, vous faites le raisonnement de votre point de vue lorsque vous regardez votre situation, soit du point de vue de vos descendants. Par contre, si vous faites une hypothèse de satiété beaucoup plus forte et d'altruisme faible, alors là j'ai pris les nombres 2, 2, 2, c'est un autre trio, delta égale 2, taux de préférence pour le présent égale 2, état égale 2, ça c'est assez raisonnable d'après l'ensemble des données dont on dispose, et taux de croissance de la consommation égale 2. Alors là, vous prenez un taux d'actualisation de 6%. Alors c'est un taux d'actualisation fort. Il transfère peu, vous transférez beaucoup moins vers les générations, parce que vous êtes peu attentif à l'avenir, vous mettez beaucoup moins de poids, toutes choses égales par ailleurs sur l'avenir, peu altruiste, et vous pensez que vos descendants, ou vous-même, seraient rassasiés. C'est-à-dire qu'une consommation plus grande, ce n'est pas si intéressant que ça, tout compte fait. Alors, donc, si l'effet... alors, malgré tout, si l'effet... Donc, ça, c'était le cas... ça, c'est la solution Stern, ça, c'est la solution Weizmann. Hein. Ça donne des résultats très différents pour le calcul économique des politiques climatiques. La valeur actualisée des dommages est 50 fois plus élevée avec le taux d'actualisation de 1,4 qu'avec le taux d'actualisation de 5%. Là, j'ai mis 6. Hein. Donc, ce n'est pas peu. Hein, c'est pas peu dans le raisonnement. Donc, ça, c'est une dimension de notre problème. Juste 2 remarques que j'avais faites. Un altruisme donné, si l'effet de satiété est important, altruisme donné, je fais plus pour éviter les risques. C'est-à-dire, si je pense qu'il y a des effets de satiété, je pense également que si ça va mal demain, c'est beaucoup plus mal pour les générations futures. Leur utilité marginale va tomber beaucoup plus. Donc, dans Stern, état égale 1 implique une bienveillance sans doute excessive pour les générations futures, au point de vue transfert de revenus, mais implique une attention insuffisante aux risques lourds. Parce que c'est quelque chose qui ne met pas beaucoup d'aversion pour le risque, qui fait l'hypothèse que les deux choses vont ensemble. C'était juste une parenthèse qui revenait sur ce que j'avais dit la dernière fois. Donc ça, c'est un petit peu pour revenir à ce que j'avais dit sur la dernière fois, sur les taux d'actualisation. Sur la logique des taux d'actualisation. Alors ça, c'est le premier coup de projecteur. Je vais juste faire une parenthèse ici. On est revenu sur la logique du taux d'actualisation. Alors, la dernière fois, j'étais revenu sur la logique de l'incertitude lourde. Le deuxième coup de projecteur que j'avais donné la dernière fois, c'est qu'en matière climatique, il y a de l'incertitude lourde. Et j'avais illustré ça par l'argument de Martin Weizmann, qui est que les distributions de température à un siècle, pour un scénario donné tel qu'on sait les calculer dans l'état actuel de ce que nous donnent les modèles climatiques, de la fiabilité qu'on peut leur attribuer, ont des queues épaisses. C'est-à-dire qu'il y a des choses très graves qui peuvent se produire avec des probabilités qui ne tendent pas très vite vers zéro. Ça, c'est l'incertitude lourde. Et aujourd'hui, là, je vais revenir sur la spécificité de l'environnement. Alors, avant de revenir sur la spécificité de l'environnement, et parce que je vais avoir des issues comme ça, je vais illustrer d'une autre manière la logique du taux d'actualisation. Je vais prendre ce que Keynes appelait une perpétuité. Ça, c'était très courant dans la littérature des années 30, 40, 50 encore. Il y avait ce qu'on appelle une perpétuité, et une des questions de la théorie financière, c'était comment valorise-t-on une perpétuité? Qu'est-ce que c'est une perpétuité? C'est simplement un actif financier qui vous donne 1 euro jusqu'à la fin des temps. Et la question, combien vous êtes prêt à payer pour acheter cet actif financier qui vous donne 1 euro jusqu'à la fin des temps? Eh bien,
alors, je vais faire l'hypothèse que le taux d'actualisation que vous utilisez, parce que là, alors ça peut être pour la société, hein, c'est quelle est la valeur d'une perpétuité pour la société, ou ça peut être la valeur d'une perpétuité pour vous. Hein, et je supposais qu'il y a un taux d'actualisation, qui est le taux d'intérêt, par exemple, sur les marchés, qui est petit r, qui est constant. Ben, quelle est la réponse? Ben, la réponse, c'est la valeur actualisée de ceci au taux de petit r. Hein, et si vous faites le calcul, sans être très, très bon en calcul, vous allez trouver que c'est 1 sur r. Donc, vous êtes prêt à payer pour avoir une perpétuité, quelque chose qui vous donnera 1 euro jusqu'à la fin des temps, 1 sur R. Alors, mettons R égale 4%, vous êtes prêt à payer après 25 euros pour détenir cette perpétuité. Alors, vous voyez bien que, à nouveau, le désaccord Stern-Weizmann, que j'ai indiqué comme ça, n'est pas complètement mineur. Hein. Avec Weizmann, avec 6%, vous êtes prêt à payer 16 euros pour avoir 1 euro jusqu'à la fin des temps. Hein. Par contre, avec Stern, avec un taux d'intérêt de 1,4%, vous êtes prêt à payer 70 euros. Donc il y avait une différence assez considérable d'opinion sur ce qu'il faut dépenser pour acquérir une perpétuité. Là, je vais introduire un petit peu l'idée de spécificité des biens environnement. Les biens environnement sont des biens disponibles en quantité limitée, etc. Et je vais introduire la notion de perpétuité écologique, c'est-à-dire quelque chose, hein, si vous avez un bénéfice écologique hein, qui vous est donné d'une unité mesurée en un certain sens, hein, une qualité par exemple de l'environnement, d'une unité, qui vous est donnée jusqu'à la fin des temps. Quelle est la valeur pour vous de la perpétuité écologique ? Vous voyez bien que la question qui est derrière, c'est quelle est la valeur, quel est le coût d'un dommage irréversible à l'environnement. Un dommage irréversible à l'environnement, c'est en quelque sorte qu'on vous enlève une perpétuité écologique jusqu'à la fin des temps. Alors, une des premières réponses, la réponse qui est suggérée par la théorie que je viens de présenter, c'est que ce serait petit x sur petit r. 1 sur r, multiplié par petit x, où x c'est la valeur que j'attribue à la perpétuité, hein, à cette modification aujourd'hui. X, c'est ce que je suis prêt à payer pour l'éviter cette année. Et donc la valeur de la perpétuité serait x plus r, x sur r. C'est ça qui est suggéré par le raisonnement standard. Alors je vais vous montrer que ce raisonnement est tout à fait inexact dans la suite. Et pour ça, je vais faire une incursion dans un modèle que j'appelle à deux biens. C'est-à-dire que je vais me mettre dans un monde dans lequel il y a deux biens. Il y a d'une part le bien standard qui peut être multiplié, le bien privé standard, et il y a d'autre part le bien environnement. C'est-à-dire je vais mettre un nombre qui va mesurer la qualité de l'environnement, que je vais supposer constante dans le temps. Alors, dans ce monde, il faudra que j'ai deux prix, hein, puisque je suis économiste. Moi, je voudrais qu'il y ait un prix du bien standard, mais je voudrais également qu'il y ait un prix du bien environnement. Le prix du bien environnement étant d'ailleurs un prix fictif, hein, il n'est pas, le bien environnement n'est pas du tout monnayable sur un marché dans le modèle comme ça. Donc vous aurez, dans ce monde-là, il y aura deux choses. Il y aura un taux d'actualisation pour le bien standard, mais également une modification du prix relatif. C'est-à-dire le prix de l'environnement ne va pas être constant dans le temps, reflétant l'idée que quand vous êtes plus riche, est-ce que vous aimez mieux l'environnement ou que vous ne l'aimez pas mieux ? Il y a beaucoup d'études empiriques sur ce sujet, donc je vous dirai un petit peu ce qu'on peut faire comme hypothèse. Et donc il y a le taux d'actualisation, le taux d'actualisation standard et le taux écologique. Et donc je vais vous présenter une discussion à 4 paramètres. Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde très simple ? Dans ce monde très simple, je vais mettre du point de vue du planificateur bienveillant qui organise le monde jusqu'à la fin des temps de façon optimale. Ça ne ressemble pas tout à fait au monde réel. Et il y aura une discussion à 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est la capacité de l'économie à multiplier les biens standards. Deuxième paramètre, alors ça c'est important, c'est le degré de substitution entre la consommation standard et la consommation des biens environnement. C'est le point auquel je faisais allusion, c'est-à-dire que si les biens environnement, si les biens standards sont complètement substituables aux biens environnement, je n'ai plus besoin du bien environnement. J'en fabrique et je le remplace et ça ne me coûte absolument rien. Je n'ai besoin du bien environnement que s'il n'est pas substituable. À nouveau, c'est l'argument, nous n'avons qu'une planète. Si on pouvait fabriquer des tas de planètes artificielles, etc., au bout d'un certain temps, on pourrait substituer à notre planète d'autres planètes. Donc c'est un vrai paramètre. Et puis il y a les deux autres paramètres, qui est le taux de pur pour préférence pour le présent et l'élasticité de l'utilité marginale que j'ai présenté ici. Donc je vais présenter une discussion dans le cadre de ce modèle. Alors c'est un peu plus
je vais reprendre certaines des idées que j'ai exprimées ici, mais c'est un peu plus... je vous demande un peu plus de concentration. Et je vais vous donner l'idée de ce qui est au cœur de cette discussion sur la valorisation du bien environnement. Je vais me prendre une trajectoire où, par exemple, le bien privé croît au taux G, sans que j'explique dans ce modèle pourquoi. Mais elle croît à un certain taux, par exemple 3% par an jusqu'à la fin des temps. Et le bien environnement, lui, a une valeur Y donnée. Donc vous avez les deux biens, le premier X qui va croître au taux G jusqu'à la fin des temps, et le deuxième Y qui va rester constant. Et au voisinage de cette trajectoire, vous allez avoir deux taux d'actualisation, qui sont les taux implicites, parce que ici, c'est-à-dire que qu'est-ce que les taux d'actualisation? C'est les taux auxquels je peux faire des échanges sans changer le bien-être total au voisinage de cette trajectoire. C'est les taux d'actualisation implicites à cette trajectoire. Si cette trajectoire est optimale, alors je peux lui associer des taux d'actualisation. Alors, premièrement, c'est le taux d'actualisation standard. Alors, le taux d'actualisation standard me dit que, à la signification suivante, si j'abandonne une unité de bien privé à la marge de la trajectoire à t et je le donne 1 plus r à la période t plus 1, alors je vais associer les périodes à des générations ici. La génération t, c'est une génération qui reste pendant une période, donc c'est une période de mettons 50 ans, etc. Et si je donne alors 1 plus r, naturellement, si c'était 50 ans, il faudrait changer la définition de petit r. On va faire avec 1 plus. Donc j'abandonne une unité de bien privé, je donne 1 plus r à la génération suivante, et bien ça c'est indifférent. Pourquoi c'est indifférent? Parce que c'est la définition du taux d'actualisation. Je suis indifférent entre avoir 1 aujourd'hui et 1 plus r demain. Qu'est-ce que c'est que le taux d'actualisation écologique? Eh bien, si je baisse de une unité la qualité de l'environnement à la période ou la génération t, et je le monte de 1 plus b à la génération suivante. B est le taux d'actualisation écologique si ceci est indifférent socialement. J'enlève 1 aujourd'hui et je donne 1 plus b à la génération suivante. Alors, évidemment, pourquoi? Parce que le calcul économique, c'est qu'une unité de richesse apportée à t plus 1 a une valeur à t de 1 sur 1 plus r. Donc, je fais l'investissement si le coût est inférieur à 1 sur 1 plus r. Calcul écologique, une unité de qualité apportée à t plus 1, une valeur actuelle de 1 sur 1 plus b, une unité de qualité, aujourd'hui à t. Donc, je fais l'investissement si le coût est inférieur à 1 sur 1 plus b, la valeur que ça a aujourd'hui, donner une unité de qualité, multiplié par D. D, c'est ce que moi je suis prêt à payer pour l'environnement à T. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Alors, on va prendre... Donc, vous voyez bien, je suis au voisinage d'une trajectoire, il y a un taux d'actualisation standard, et il y a un taux d'actualisation écologique qui me disent à quel taux, implicitement, si cette trajectoire est optimale, je fais les arbitrages entre générations en pensant que ces arbitrages sont convenables. Voilà les arbitrages qui sont implicites. Alors, au voisinage d'une trajectoire, je vais comparer les deux opérations suivantes. La première, j'abandonne des unités de biens privés. Je suis à la génération T, je perds des unités de biens privés. Des unités, c'est ce que je suis prêt à payer pour une unité de qualité. C'est comme si j'abandonnais, c'est équivalent à abandonner une unité de qualité de biens privés, de biens environnemental. Donc D, le consentement à payer pour la qualité, consentement à payer à la qualité à la marge, ce que je suis prêt à payer pour avoir une unité de qualité de plus. Donc j'abandonne grand D, je donne 1 plus R grand D à la génération suivante. Ça, c'est une première opération, petit r et le taux d'actualisation standard. Cette opération est neutre du point de vue social, par la définition du taux d'actualisation. La deuxième opération, c'est que je transfère une unité de qualité d'environnement de la génération T, je donne 1 plus B à la suivante. Donc je perds une unité de qualité, je donne 1 plus B à la suivante. Alors, la première remarque, c'est que les deux opérations sont équivalentes pour le bien-être en T. Perdre une unité de qualité ou perdre des unités de consommation, c'est la même chose pour moi, le bien-être en T. Les deux opérations sont équivalentes socialement. Elles sont nulles du point de vue social, toutes les deux. Donc, elles doivent être équivalentes pour le bien-être de la génération T plus 1.
sont équivalentes pour la génération T, sont équivalentes pour la société, elles doivent être équivalentes pour la génération T plus 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que je reçois à ma génération T plus 1, c'est 1 plus B des primes. 1 plus B, c'est si on me transfère une unité de qualité. Des primes, c'est ce que je suis prêt à payer pour avoir cette unité de qualité supplémentaire. Et ce que je reçois par la première opération, c'est 1 plus RD en quantité de biens de consommation. Donc ça, c'est l'équivalent de biens de consommation que je reçois par la seconde opération. Ça, c'est l'équivalent de biens de consommation que je reçois par la première opération. Pardon, par la seconde, et ça, par la première, non, 1 plus RD, c'est ça. Ou des primes à ma disposition à payer en T plus 1. Alors, mais maintenant, ma disposition à payer en T plus 1, moi, je suis plus riche, j'ai plus de consommation. Je vais l'écrire sous la forme 1 plus AG grand D. C'est-à-dire ce que la génération précédente était prête à payer, mais à un coefficient qui dépend du taux d'accroissement de la consommation, petit g, multiplié par quelque chose. C'est-à-dire que si g augmente de 1%, mon consentement à payer augmente de A%. Alors, il y a beaucoup d'études empiriques qui regardent ça. Les gens, on regarde par exemple ce qui se passe sur la disposition à payer pour des parcs naturels aux États-Unis, en fonction de la richesse des gens, en fonction dans le temps, etc. Et les résultats qu'on trouve, c'est que petit a est positif. Deuxièmement, qu'il est assez proche de 1, mais plus petit que 1. C'est-à-dire que quand la richesse augmente de 1%, l'intérêt pour le bien environnement, le consentement à payer, tel qu'on peut le mesurer dans ces études, s'accroît de moins de 1%, mais s'accroît de quelque chose comme de l'ordre de, par exemple, 0,80%. C'est-à-dire que vous devenez 2 fois plus riche, vous êtes prêt à payer, pas tout à fait 2 fois plus que ce que vous étiez prêt à payer pour le bien environnement, mais au moins 1,5 fois plus. Alors si vous décrivez simplement que ces opérations sont équivalentes, vous avez 1 plus B, 1 plus AG, D égale 1 plus RD, ça vous donne grand B égale petit r moins AG. C'est-à-dire que le taux d'actualisation écologique est égal au taux standard, moins ce coefficient qui est l'élasticité du consentement à payer en matière d'environnement par rapport à la richesse, multiplié par le taux de croissance de votre consommation. Alors, donc ça veut dire que c'est absolument naturel, c'est absolument logique. Le taux d'actualisation écologique va être plus faible, simplement parce que les gens qui sont plus riches sont prêts à payer plus cher pour avoir le bien environnement, et que moi j'en tiens compte dans mon calcul économique en atténuant le taux d'intérêt ou le taux d'actualisation que je prends pour les biens standards. Et je l'atténue de cette manière-là. Alors, ça, c'est par exemple une première explication d'un phénomène bien connu qui s'appelle la courbe de Kuznets. La courbe de Kuznets nous dit que quand les pays, le niveau de richesse des pays augmente, dans un premier temps, la pollution augmente, atteint un maximum et puis décroît ensuite quand ils deviennent plus riches. Bon, ce phénomène est parfaitement explicable avec la théorie que j'ai ici, dès lors que il faut faire évidemment des hypothèses sur les coûts, sur ce que la croissance fait pour la pollution, ce que je n'ai fait pas dans ce modèle, et sur les coûts d'élimination de la pollution. Sur un certain nombre d'hypothèses raisonnables, ça donne bien la courbe de Kuznets avec cette vision du monde. Alors vous allez me dire, c'est très abstrait. Alors je vais encore le rendre plus abstrait, c'est-à-dire que je vais aller jusqu'au bout et formaliser mon modèle. Donc j'aurai 2 biens, le bien de consommation agrégé en quantité petit x, et la qualité environnementale en quantité petit y, qui va être fixée. Et je vais décrire l'utilité des gens à chaque période. Chaque génération a une fonction d'utilité qui est de la forme xt à la puissance sigma moins 1 sur sigma plus yt à la puissance sigma moins 1 sur sigma, le tout à la puissance sigma moins 1 sur sigma. Qu'est-ce que c'est cette fonction d'utilité? C'est une fonction très standard en analyse économique. Ça s'appelle une constant elasticity of substitution. C'est une fonction d'utilité à élasticité de substitution constante. CES, on dit dans le langage technique. Et c'est quelque chose, alors vous voyez bien, je vais faire A égale 1. Là, j'ai mis A, c'est un peu du raffinement, mais je vais mettre A égale 1. C'est quelque chose qui vous donne, en quelque sorte, la courbure de la fonction d'utilité dans l'espace xt, yt. Et en fait, l'interprétation de sigma, c'est que si... Alors, y est constant ici. Si y sur x décroît de 1%, c'est-à-dire que la consommation de votre bien croît de 1%, alors le consentement à payer, combien vous êtes prêt à payer pour avoir une unité de plus de bien de y, ça croît de 1 sur sigma %. C'est-à-dire sigma, c'est 1 sur a de mon modèle de mon argumentaire précédent.
Donc ça, c'est pour la base de la fonction d'utilité. Hein. Ensuite, cette fonction d'utilité, ça, c'est une fonction d'utilité qui est homothétique. Hein. Si je double x et y, l'utilité, le bonheur double également. Hein, l'utilité croît également. Je vais introduire la satiété, bien sûr, comme d'habitude. Et pour introduire la satiété, je prends cette fonction d'utilité et je la mets à la puissance 1 moins zeta, que je divise par 1 sur 1 moins zeta, pour obtenir l'idée que l'utilité agrégée marginale, son élasticité est état. Donc je reviens dans le modèle précédent quand y égale 0, par exemple. Donc sigma, c'est un coefficient qui peut être... Alors, on va faire l'hypothèse qu'il est plus grand que 1. Pourquoi? Parce que j'ai dit que petit 1 sur sigma était plus petit que 1. Sigma est plus grand que 1. Si sigma égale infini, ça veut dire qu'il y a une substituabilité parfaite entre le bien environnement et le bien standard. Et si sigma est proche de 1, ça veut dire qu'il y a une substituabilité très limitée. Et si sigma est plus petit que 1, alors là, on tombe dans un autre monde. Si, dans notre monde, sigma était plus petit que 1, je dis ça, sigma plus petit que 1, c'est le cas où l'écologiste est radical, c'est une opinion écologiste radicale. Hein. Le monde change complètement, c'est-à-dire le bien environnemental devient plus important que le bien privé. Et puis là-dedans, vous avez le planificateur social hein, qui maximise le bien-être social avec une taux de préférence pour le présent, c'est-à-dire il maximise l'utilité de chaque génération, mais avec un taux de préférence pour le présent delta. Hein, donc vous avez exponentielle moins delta t ici, il fait ça du début jusqu'à la fin des temps. Alors dans ce monde, c'est un monde assez simple. Hein, il est beaucoup plus simple que le monde réel, bien sûr. Il n'est pas encore très élémentaire, hein, mais on peut comprendre à peu près tout ce qui se passe. Hein. On peut faire l'optimisation, on peut comprendre ce qui se passe, on peut comprendre pourquoi ça se passe. Alors je ne vais pas. Donc, le point de vue, c'est qualité environnementale fixée, croissance des biens privés donnés. L'accent, je vais le mettre sur le long terme, et je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer dans ce monde. Je suis au voisinage d'une trajectoire où la consommation croît au taux petit g. Quel est le taux d'intérêt implicite? Alors, je me mets asymptotiquement, je me mets à la limite, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Eh bien, c'est g état plus delta, hein, où g est le taux de croissance que j'ai pris. Ce n'est pas étonnant, puisque c'est le raisonnement que j'ai fait sur le fait que le taux d'intérêt soit ça est absolument indépendant de la raison pour laquelle ça se produit comme ça. Hein. Alors, le problème, le taux écologique, qu'est-ce qu'il est? Il est aussi g état plus delta, moins g multiplié par petit a. C'est mon raisonnement précédent, mais petit a, c'est moins 1 sur sigma. Donc la formule, c'est g état moins 1 sur sigma plus delta. C'est la formule précédente. J'ai simplement remplacé petit r par g état plus delta et a par 1 sur sigma. C'est exactement la formule précédente. Et vous voyez grosso modo que le taux d'actualisation écologique de long terme, alors on peut faire plusieurs commentaires. Hein, je peux... en moyenne, si état est égal à 2, sigma c'est proche de 1, hein, ça c'est à peu près, ça va faire 1. Et donc, si delta est assez petit, hein, le taux d'actualisation écologique, dans ce petit calcul rapide, est à peu près la moitié du taux d'actualisation standard. Là, j'ai un calcul un peu plus je mets un minimum, je mets G à 1%, je mets sigma prime à 1,4%, je fais presque du Stern, et je mets 1 sur sigma à 0,9, hein, on trouve 0,5%. Comme taux d'actualisation écologique. Et vous voyez bien que dans cette formule, on retrouve les intuitions. Hein. Le taux d'actualisation écologique est d'autant plus faible hein, qu'il y a beaucoup plus d'altruisme, c'est-à-dire delta est beaucoup plus faible. Plus delta est faible, plus il est faible. Hein, ça, c'est normal. Et deuxièmement, si plus sigma s'approche de 1. En fait, si sigma était plus petit que 1, il serait toujours égal à delta. Il serait toujours extraordinairement faible. Là, il a cette valeur-là. Donc, on voit bien que la substituabilité, le taux d'actualisation écologique, s'il n'y a pas de substituabilité, si 1 sur sigma égale 0, hein, c'est la formule précédente. Le taux d'actualisation écologique est absolument égal au taux d'actualisation standard. Voilà. Alors, maintenant, je vais... pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans ce monde, je vais quand même pouvoir répondre à plein de questions qui m'ont intrigué et auxquelles je ne savais pas répondre. En particulier, je suis très intrigué par le principe de précaution. On m'a dit qu'il fallait éviter les dommages irréversibles à l'environnement dès lors que c'était acceptable du point de vue du calcul économique. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire. Alors, je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et donc, je vais regarder la valeur, dans ce monde-là, quelle est la valeur d'un dommage irréversible à l'environnement. Je vais supposer que
au lieu de Y, on ne change rien dans le monde, simplement, au lieu que le bien d'environnement soit égal à Y, il est égal à Y moins petit e. Il y a eu un dommage irréversible à l'environnement. Y est devenu Y moins petit e étant petit. Je peux dire aussi, j'ai perdu la perpétuité écologique, qui était celle qui était adossée à Y moins E, hein, j'avais ajouté E, c'est une perpétuité écologique, je l'ai perdue. Alors, quelle va être la... Dans ce monde-là, je vais pouvoir donner je vais pouvoir donner une réponse à cette question. Hein. C'est un dommage irréversible à l'environnement, je vais enfin savoir ce que je devrais être prêt à payer ce que la Constitution française sait parfaitement, mais ce que nous ne savons pas. Donc, je plaisante. Alors, je suppose que la génération 0 est prête à payer X pour éviter ce dommage, pour elle-même. Hein. Combien devrait-elle être prête à payer pour qu'il devienne irréversible? C'est un peu la manière dont je vais poser le problème de façon plus... Alors, là, voilà ma réponse. Hein. Donc, la réponse, c'est MX. X étant ce que je suis prêt à payer, c'est M. J'avais dit que si j'étais dans la logique du taux d'actualisation standard, M, c'était 1 sur R. Mais là, ce que je vais espérer, c'est que M... Alors, je ne vais pas trouver la valeur exacte, mais des bornes inférieures, selon le cas, il faut que je sois beaucoup plus prudent hein, sur le modèle et ce qui se passe quand on s'approche de l'infini. Hein, mais c'est 1 sur limite de ρ de t. ρ de t, c'est ma valeur précédente. ρ de t, c'était... ρ de t, c'était ici. Limite de ρ de t, c'était ça. C'est le taux d'actualisation écologique de long terme. Hein. Eh bien, donc, ça voudrait dire qu'au fond... Si c'est vrai, ça veut dire que je peux évaluer une perpétuité écologique comme le faisait Keynes avec une perpétuité standard, mais en remplaçant le taux d'actualisation par le taux d'actualisation écologique. Alors, est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai dans une version plus sophistiquée du modèle, hein, dans lequel on va optimiser la consommation, où le taux d'intérêt standard sera donné, c'est-à-dire qu'on supposera que on peut transférer de la valeur d'une période à l'autre selon un taux d'intérêt petit r étoile fixé. Ça s'appelle les modèles AK, de la croissance endogène. Ceux qui suivent mon cours sur la croissance endogène il y a quelques années peuvent se rappeler de ça. Alors évidemment, le taux de croissance asymptotique sera égal à R étoile, où R étoile, cette fois, est moins delta sur état. C'est la formule précédente que j'applique toujours. Elle est toujours valable, bien sûr. Et la limite de ρ de t, ce sera la même chose, sauf qu'avec G étoile qui est en cette valeur-là, état moins 1 moins sur sigma plus delta. Et si je remplace G étoile par sa valeur ici, je trouve que B étoile égale 1 moins 1 sur état sigma R plus 1 sur état sigma delta. Toujours l'idée, ça va faire à peu près la moitié de R, hein, si état égale 2. Hein, et sigma n'est pas loin de 1. Et la réponse est juste, c'est-à-dire que M, la valorisation de mon bien d'environnement, de ma perpétuité écologique, ça doit être M fois, où M est supérieur à 1 sur B étoile, à l'inverse du taux d'actualisation écologique, multiplié par ce que moi je suis prêt à payer. Donc si vous vous intéressez à savoir ce qui... si vous voulez savoir s'il faut éviter de détruire la barrière de corail, la grande barrière de corail au large de l'Australie, vous regardez combien la génération présente est prête à payer pour éviter ça pour elle, quelle est la valeur cette année, et vous multipliez par au moins 1 sur B étoile. Hein, en l'occurrence, vous devriez avoir à peu près multiplié par 50. Quoi. Selon les valeurs, on peut faire plusieurs choses. Alors deuxièmement, si le dommage prend place dans un siècle, c'est la même chose. Mais il faut que vous actualisiez par le taux d'actualisation écologique. C'est-à-dire, si le dommage prend place dans un siècle, ce que vous devrez être prêt à payer aujourd'hui, c'est au moins 1 sur B étoile, ce que vous êtes prêt à payer aujourd'hui, et vous actualisez ça par le taux d'actualisation écologique. Mais le taux d'actualisation écologique est beaucoup plus faible que le taux standard. Donc vous actualisez par quelque chose de beaucoup plus faible. Donc ça donne des idées de politique... quand on met des chiffres là-dessus, hein, j'en ai mis par exemple sur le changement climatique, ça donne des idées beaucoup plus interventionnistes sur la politique écologique. Alors, on n'est pas encore dans le principe de précaution. J'ai essayé de comprendre combien il fallait payer pour éviter un dommage irréversible à l'environnement. Certains. Maintenant, je voudrais savoir, l'idée c'est, je ne sais pas, dans le principe de précaution, on dit, s'il y a incertitude scientifique sur
sur le problème. Hein, malgré l'incertitude scientifique, il faut faire comme si, etc. Donc, principe de précaution. Donc là, si je veux introduire le principe de précaution, je vais dire, je suis dans un monde incertain, hein, et je vais mettre à horizon lointain éventuellement, mais on pourrait le mettre dès maintenant aussi. Hein. Alors, ce que je vais dire, ce que je ne connais pas, c'est sigma. Ce que je ne connais pas, c'est, au fond, le dommage que ça créera sur mon bien-être. Je ne sais pas. Hein. Peut-être que c'est les écologistes modérés qui ont raison, peut-être que c'est les écologistes qui pensent qu'il y a une forte substituabilité, peut-être que c'est les écologistes radicaux qui ont raison. Je ne sais pas ce que vaut sigma. C'est ça mon incertitude. Et je l'apprendrai que le jour où viendra la catastrophe. La catastrophe, c'est que je passe de y à y moins e, à l'époque, dans un siècle, hein, avec une certaine probabilité. Et là, j'apprendrai ce que vaut sigma. Alors, qu'est-ce qu'on démontre? On démontre qu'il faut faire à peu près le même calcul. Il faut faire dans un certain sens comme si le cas le plus dramatique se produisait, et ce d'autant plus que le dommage prend place tard. C'est-à-dire si les choses se font très loin, hein, on doit faire comme si à peu près comme si le dommage le plus violent se produisait. Alors, malgré tout, on y attribue éventuellement, on y attribue peu de probabilité aujourd'hui. En fait, le coefficient de petit m que j'ai à prendre, ça c'est des résultats de simulation sur un modèle calibré, hein, c'est que petit m en fonction de p, si vous croyez que l'accident, que l'incertitude est de probabilité zéro, c'est-à-dire que vous croyez que ce ne sera pas grave pour vous, hein, donc vous avez le petit m et la valeur lorsque c'est égal à zéro, ça c'est pour une certaine valeur de sigma, et il croît en fonction de p, hein, et vous voyez qu'il est presque égal à 1 dès que vous avez une probabilité de plus de 30% que le dommage se produise. Donc c'est un principe de précaution assez fort. C'est le seul cas où je connais dans la littérature quelque chose qu'on peut appeler un principe de précaution, qu'on trouve avec des arguments plus ou moins standards. Hein. Et donc, d'une certaine manière, en conclusion de cette partie, je voudrais simplement dire que ceci amène un retournement partiel de l'argument des richesses des générations futures. L'idée, c'est qu'on peut résumer, il ne faut pas faire des sacrifices pour les générations futures qui sont plus riches que vous. La réponse à cette objection, c'est il y a quand même quelque chose qu'on pourrait faire pour les générations futures dont elles nous seront peut-être extrêmement reconnaissantes, même si ce n'est pas sûr, hein, c'est leur laisser une planète en bon état. Parce que même, et surtout si elles sont plus riches que nous, ce sera important pour elles. Alors naturellement, on peut faire une application au climat. Je peux vous faire une application disant on est prêt à payer 0,5% de notre PIB pour éviter le changement climatique aujourd'hui. Combien on devrait payer pour l'éviter dans un siècle, hein. Et vous verrez que ça donne des... j'ai fait cet exercice, je ne dis pas que c'est absolument convaincant, mais ça donne des ordres d'effort supérieurs au rapport Stern. Donc je suis particulièrement satisfait de ceci, avec un argumentaire que je trouve plus satisfaisant. Donc il y a des applications au climat. Alors il faut bien quand même voir, juste dernier point sur le problème climatique, que dans mes ingrédients, j'ai une certaine forme d'altruisme. Si vous vous moquez de ce qui se passe dans un siècle, je pense qu'il y a quand même peu d'arguments pour faire une politique climatique. Si vous vous moquez de ce qui se passe au-delà de 50 ans. Donc je crois qu'il y a un vrai argument, il y a un argument fort pour les politiques climatiques, dont j'ai esquissé simplement les contours ici. Si vous n'êtes absolument pas... Mais il y a dans cet argument une forme d'opinion qui touche, qui va nettement au-delà de l'économie, qui touche à la métaphysique ou à la morale, hein, et qui est liée au degré d'altruisme, à votre concernement pour ce qui va se passer sur cette planète dans un siècle. Bon, j'ai dit trop de choses et trop vite, alors je vais maintenant essayer de dire des choses plus simples. Et j'étais un peu trop long. Bon. Je vais maintenant essayer de poser des questions sur la politique climatique, sur les... Et je vais surtout parler de la question taxe contre marché. Je vous avais dit, on a toute une série d'instruments de politique climatique. Hein. Alors, et je vais évoquer un peu dans le désordre une série de questions. Alors, la première question que je vais évoquer très rapidement, c'est les questions de l'assiette. C'est une question qui n'est jamais évoquée. L'assiette naturelle l'assiette à laquelle on pense naturellement, c'est de taxer les émissions en site propre. En fait, ce qu'on fait, souvent, on ne mesure pas les émissions, mais on mesure les inputs carbonés. Et compte tenu des technologies, on calcule les émissions.
mais on pourrait aussi les mesurer. Il y a des projets de mettre des satellites qui mesurent les émissions partout, etc. Donc c'est ça l'idée la plus naturelle. En fait, il y a une autre assiette possible, beaucoup plus simple. C'est, en principe, c'est de taxer le carbone qui serait extrait, soit sous forme de pétrole, sous forme de gaz, sous forme de charbon, et puis de le taxer quand il sort du sol. Alors évidemment, il faudrait des accords internationaux, etc. Ou simplement, si vous êtes au niveau national, taxer simplement tout le carbone produit sur votre sol et importé. C'est infiniment plus simple. Alors pourquoi faire simple? Pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire plus simple? Alors il y a une série de bons arguments. Le premier, qui est plutôt un bon argument, mais dont il faut se méfier, c'est que ça permet une transition douce. Si vous taxez le carbone à l'entrée, vous ne pouvez pas mettre des exemptions. Or, les systèmes qu'on a aujourd'hui, en particulier les systèmes de marché droit, sont des systèmes avec exemption. Les entreprises reçoivent des quotas gratuits ou des quotas quasi gratuits ou avec exemption. Ça, on ne peut pas le faire, c'est tout à fait clair. Donc ça, en même temps, ces exemptions posent des vrais problèmes, par ailleurs. Alors il y a un deuxième problème, il y a une deuxième chose qui est vraie, c'est qu'il y a le problème de la séquestration. En fait, il n'y a pas réellement de problème. Si on fait de la séquestration volontaire, c'est-à-dire si plus tard on se met à être capable de séquestrer le carbone de façon systématique et de façon efficace, et si on le taxait en sortant du sol, on subventionnerait simplement les unités de séquestration en fonction de ce qu'elles séquestrent. On leur redonnerait ce qu'elles séquestrent, et ça ne poserait pas réellement de problème. Alors, naturellement, il y a une partie de séquestration qui est non intentionnelle. Si vous extrayez du carbone, vous faites du goudron et vous le mettez sur la route, vous séquestrez du carbone. Ce n'est pas réellement intentionnel, il se reviendra, mais il y a un problème, ce n'est pas des émissions au sens strict. Donc, voilà un certain nombre de problèmes. Alors, David Bradford, qui est un économiste de Princeton, qui est malheureusement décédé depuis, était très favorable à ce type de solution. Donc quand j'étais allé le voir avant de faire mon premier rapport sur l'effet de serre au Conseil d'analyse économique, il m'avait convaincu. Alors c'était juste une anecdote, c'était un républicain convaincu, il avait longtemps conseillé Reagan, et en même temps un fervent des politiques climatiques. Donc comme quoi. Deuxièmement, je vais parler de Kyoto, taxe sous marché. Avant Kyoto, il y avait toute une série de propositions sur la table. En particulier, les Européens, à ce moment-là, aimaient bien la taxe. On a changé, on a changé d'avis. Je ne suis pas sûr que le nouvel avis est plus fondé que le premier, mais les Européens étaient pour une taxe carbone harmonisée. Et les Américains, qui finalement n'ont pas signé Kyoto, étaient pour la formule qui a été prise, c'est-à-dire une politique de quantité. On donne à chaque pays des quotas d'émissions. Avec la référence 90. Ah ouais, alors là, la photo, c'est la photo du Temple d'Or, Kyoto. Allez visiter Kyoto, c'est l'ancienne capitale impériale. Elle a été épargnée par les bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a toute une série de temples, dont le Temple d'Or, qui sont absolument superbes. Donc je vous recommande vivement la visite. Et à côté de ce mécanisme, on a mis ce qu'on appelle les mécanismes de flexibilité. C'est-à-dire que les pays engagés, alors ça n'a pas très bien fonctionné pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais les pays engagés avaient le droit d'échanger les quotas. Donc il y avait un marché. Si vous faisiez mieux que ce qu'on vous avait demandé, eh bien, vous pouviez vendre vos quotas, vos permis. Et si vous faisiez moins bien, vous pouviez acheter des permis sur le marché. Donc c'est un argument c'est globalement positif parce que ça fournit de l'assurance, ça différencie, ça c'est ce que pensent les économistes, différencie l'effort selon le coût de l'effort et abaisse le coût global. Alors ensuite, le marché, on a... Il y a aujourd'hui un marché européen sur les quotas d'émissions. Et donc qui touche à peu près la moitié de l'industrie européenne. Donc, comment ça se passe? Chaque entreprise qui est émettrice de CO2 reçoit un quota ou un permis. Alors, en ce moment, il est gratuit, administrativement, il pourrait être mis aux enchères, payant. Et évidemment, pour l'industrie tout entière, le nombre de quotas est donné par ce qui est distribué. Et donc, c'est ce qu'on appelle une politique de quantité. C'est-à-dire, si la politique fonctionne bien, les émissions ne peuvent pas être supérieures aux quotas qui ont été distribués. Elles peuvent être réparties comme on veut, mais le quota est vraiment une variable de décision. Alors, les quotas sont échangés sur un marché. Alors, plusieurs conséquences
Vous réduirez les émissions si votre coût de réduction est inférieur au prix du quota sur le marché, c'est clair. Hein. Deuxièmement, par contre, le coût de production d'une unité supplémentaire va être plus élevé, puisque vous avez un coût marginal. Quand vous produisez une unité de plus, vous allez avoir le coût habituel, plus le coût des permis nécessaires à la production de cette unité, ou les coûts des permis que vous ne vendrez pas si vous en avez à vendre et que vous produisez cette unité. Que le permis était initialement donné gratuitement ou pas. Donc le prix va être augmenté du prix du permis, si, comme les prix sont gouvernés par les taux marginaux, ce que croient les économistes et pas le reste du monde, mais qui est vrai. Pour une fois, les économistes ont raison à 100%. Et donc ça réduit la demande, et ça fait décroître le profit de l'entreprise si les permis sont payants. S'ils sont entièrement payants. S'ils ne sont pas payants, comme dans le système européen, ça la fait plutôt augmenter dans l'état actuel du système européen. Donc ça, c'est des diagrammes sur le marché de permis dans le cas européen, avec le début, donc 12 000 installations, 1200 en France, en début très chahuté, c'est resté très chahuté. Hein. C'est allé au maximum à 30 € la tonne de carbone. La taxe carbone, on en a beaucoup parlé en France. Bon, je crois que je vais... comme il est 28, je vais m'arrêter là. Donc la question, qu'est-ce qui vaut le mieux de taxes ou du marché de permis? Ce sont des instruments alternatifs parmi les outils de politique économique que j'avais dit le premier jour. Hein. Donc j'essaierai d'en discuter, et en particulier j'essaierai d'en discuter la fois prochaine. Là j'avais le début de la discussion. Hein. La fois prochaine, je verrai que la question se pose de façon très différente au niveau d'une région. Je pense à l'Europe, par exemple, à une grande région, plus ou moins avec une certaine unification de la politique climatique, à une région où il y a une unification de la politique climatique, ou un pays, ou au niveau du monde tout entier. Et pour ça, je mettrai en évidence le fait que une des variables absolument essentielles de la politique climatique, c'est ses effets sur l'offre des biens carbonés, sur l'offre des combustibles fossiles. Est-ce que ça va faire baisser le prix du pétrole au lieu de le faire augmenter comme on voudrait, etc. Ça s'appelle le paradoxe vert. Donc je montrais que si on met ces questions dans la perspective convenable, il faut essayer de réfléchir sur le paradoxe vert, qui est une question très difficile, parce qu'expliquer le marché pétrolier, c'est toujours très difficile. On ne sait pas vraiment bien le faire. Mais c'est une question aussi assez intéressante, et j'espère qu'elle vous intéressera. Donc je vous remercie, et nous allons reprendre dans 5 minutes.